Bonjour à toutes, oui, toutes. Bonjour, Bonjour à toutes. bienvenue. Autour du micro, donc, Jean-Philippe Baron, consultant pour la société Sequoia HR. et moi-même, Christophe Chéron, cofondateur de Sequoia. Alors, un peu, sur les points de vue techniques, dites-nous si vous nous entendez correctement. Vous avez pour ça, pour échanger, vous avez un chat, vous avez une petite icône qui doit s'appeler Conversation sur votre PC. Si vous voulez échanger ou suivre les différentes questions des intervenants, des participants, pardon, mais il suffit de cliquer dessus. Pour des raisons techniques, en trop de déco, je suis obligé de couper vos différents micros. Est-ce que vous m'entendez? Valérie, merci, bonjour, ok pour moi, super, merci Corinne. Donc, on va parler du sujet pour lequel vous vous êtes inscrit, comment détecter, quantifier et réduire les risques psychosociaux dans une démarche de progrès continu. Dans un premier temps, je vais me présenter et je vais parler de Sequoia et en quoi nous sommes crédibles pour parler de ce sujet-là. Et ensuite, donc, on va dérouler sur les risques psychosociaux et les différentes méthodologies et celles que nous proposons d'intégrer dans les processus d'entreprise, justement dans cette démarche de progrès continu. Très bien, ça semble bien se passer pour tout le monde et j'en suis ravi. Donc, un mot sur qui nous sommes. Donc, Sequoia, c'est une entreprise qui édite les solutions digitales de développement du capital humain. Ça veut dire que nous implantons dans les organisations des solutions dans lesquelles il n'y a plus de papier et qui vont gérer globalement tous les processus RH sauf la paye. On va s'interfacer avec la paye. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que par rapport au sujet qui nous concerne, nous, on va très clairement préconiser à nos clients d'intégrer dans leur processus, entre autres d'entretien, mais ça peut être d'autres processus de type gestion de compétences, par exemple, développement personnel. On va intégrer dans ces processus des éléments qui vont permettre de piloter, de mesurer, de quantifier les risques psychosociaux. Et de cette façon-là, on va permettre toujours à nos clients d'améliorer leur suivi d'année en année, et donc dans une démarche de progrès continu dans lequel le processus de réduction des risques psychosociaux est complètement intégré au processus de l'entreprise. Et donc, il s'ancre dans la gestion quotidienne de l'organisation. Alors, pour les produits que nous proposons à nos clients, qui sommes-nous? Donc, Jean-Philippe Baron. Donc, je suis donc consultant au sein de Sequoia HR. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans les services RH, dans des structures de différentes tailles, que ce soit des postes de gestionnaire RH général ou des postes plus spécifiques comme la gestion de la formation ou le conseil en management. Voilà, j'ai rejoint Sequoia depuis 1 an et aujourd'hui donc je suis spécialiste et je conseille donc dans la digitalisation des process RH par les modules que Sequoia a développés. Donc, et en ce qui me concerne, je suis cofondateur de Sequoia avec le monsieur qui est en photo en haut à droite, qui est plutôt sur la partie informatique. Et donc, en ce qui me concerne, moi, avant de créer Sequoia, donc qui date de plus de 5 ans maintenant, j'ai été préventeur, j'ai eu des fonctions de direction de ressources humaines et également préventeur des risques psychosociaux à Areva pendant un peu moins de 10 ans. Et à cette occasion, j'étais également intervenant, j'ai une reconnaissance d'intervenant en prévention des risques professionnels. Et donc, dans cette organisation, ça m'a donné l'opportunité justement de déployer des solutions digitales dans lesquelles on a intégré des risques, d'analyse de risques psychosociaux en vue de leur réduction. Alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais concrètement, les risques psychosociaux, au pire, ça peut être ça. Je ne veux pas dramatiser les choses, mais c'est une réalité. Le Conseil économique et social qu'on peut pas taxer de subjectivité en la matière, qui est un organisme que vous connaissez indépendant, lui, il chiffre à 400 suicides par an, c'est-à-dire plus d'un par jour, qui sont liés au travail, quelles que soient les raisons, mais dont la cause initiale est considérée comme le travail. Donc ça va être
le plus grand drame, enfin, un drame vraiment majeur dans une organisation lorsqu'il y a un salarié qui va attenter à ses jours. A fortiori, quand c'est dans les lieux, dans les locaux de l'entreprise, dans son bureau, là, il y a une forte symbolique. Une symbolique majeure. On a vu aussi apparaître des choses encore plus dramatiques, des gens qui s'immolent par le feu devant leur entreprise ou devant les locaux de l'entreprise. Vraiment un message symbolique très très fort. Donc voilà, ces situations dramatiques, mais évidemment les risques psychosociaux, là c'est vraiment la conclusion la plus grave, enfin, dramatique, mais ça couvre beaucoup d'autres choses. Donc de quoi parlons-nous ? Je vais complètement assumer mon plagiat hein, et je vais le nommer. J'ai pas réinventé l'eau tiède, j'ai repris un document qui a été fait par l'ARACT Île-de-France. Les ARACT vont être une référence pour nous tout au long de nos interventions. Pas seulement, mais de ce type d'organisme. ARACT, INRS également. Les risques psychosociaux, vous le savez, vous êtes tous des professionnels des ressources humaines. Ça va aller donc des causes, avec des interventions qui vont être qu'on appelle des préventions primaires, aux conséquences et des préventions tertiaires. Les causes, c'est important de le préciser, ça va être des causes qui sont liées, on va le revoir plus précisément dans quelques slides, sur l'autonomie dans le travail, par exemple, l'intensité du travail et le temps de travail. On parle souvent d'intensification du travail depuis quelques lustres ou décennies. L'exigence émotionnelle. Ça, c'est souvent cité dans les études. L'exigence émotionnelle, c'est quoi? C'est, par exemple, les gens en open space. Continuellement, l'organisation va demander une posture de sourire, une posture de... Alors que c'est pas possible à longueur de journée dans cette situation-là. Ou les gens qui sont continuellement en relation client. Rapports sociaux au travail, on comprend bien hein, que ce soit des relations internes ou des relations externes, entre autres avec des clients qui sont souvent des situations qui nous remontent comme étant des situations très stressantes. Et la sécurité dans la relation de travail, la sécurité au sens large, hein. Ça peut être une insécurité physique, comme ça peut être une insécurité économique. Quelqu'un qui n'a pas de visibilité, sur la pérennité de son emploi, c'est un facteur de stress qu'on comprend tout à fait. Et de l'autre côté, vous avez toutes les conséquences. Alors, c'est le suicide, mais il y a d'autres choses également qui vont être plus ténues, mais tout aussi dommageables pour l'entreprise et pour les salariés évidemment, et pour l'entreprise. Fatigue, stress, mal-être, burn-out, on a vu apparaître ça il y a à peu près une vingtaine d'années avec un terme dessus. Tous ces éléments-là vont être des facteurs évidemment négatifs pour les salariés évidemment, mais également pour l'entreprise. Ça, c'est un élément important dans votre démarche RH, si je puis me permettre, en fonction de vos attributions. Il y a vraiment des arguments vis-à-vis de direction opérationnelle, de direction générale, pour dire que les risques psychosociaux, c'est un facteur négatif de productivité. C'est un facteur entraînant des accidents du travail, c'est des facteurs entraînant évidemment de l'absentéisme, voire des incapacités professionnelles. Tout ça, c'est pas bon du tout pour l'entreprise, évidemment pour les salariés concernés, mais aussi pour l'entreprise. Donc vous avez autant d'arguments vis-à-vis de vos directions opérationnelles et directions générales pour agir en la matière. Et tout ceci, entre les deux, vous avez vu qu'il y a des éléments qui vont être des éléments psychologiques des individus sur des situations personnelles, des donations de sens qui vont changer en fonction des individus, en fonction de leur passé et en fonction aussi de l'entreprise. En d'autres termes, il y a des gens qui ne vont pas du tout réagir de la même façon dans certaines situations stressantes, qui peuvent être des facteurs de motivation, et inversement, ces mêmes personnes peuvent être submergées par le stress dans d'autres contextes. Je vais prendre un exemple. Dans des entreprises que j'ai connues, il y avait des personnels de sécurité qui étaient donc confrontés à des risques importants de type feu, agression extérieure, intervention avec des armes. Quand ils vous parlaient de ça, c'est pas là qu'ils mettaient du stress. Ils disent non, on est préparé à ça, c'est tout à fait normal, non, on gère la situation,
Effectivement. Donc, c'est pas là-dessus qu'ils mettaient du stress. En revanche, ils vous disaient, en revanche, quand il faut que je rédige un rapport d'intervention, oh là là, c'est un stress. Vous voyez, le stress va se nicher dans des lieux complètement différents en fonction des populations. Là, c'était des gens qui avaient des formations de pompiers. Ils disent non, non, on gère cette situation et ça avait tendance plutôt à les renforcer, à les motiver. En revanche, des choses pour lesquelles ils n'avaient pas du tout les appétences, la rédaction écrite, eh bien, c'est des choses, en revanche, qui les stressaient énormément. Donc, on va voir qu'il y a des différences entre les populations et ce qu'ils ont choisi de faire. Donc, entre ces niveaux, on va avoir deux types d'interventions, on l'a compris. Hein, vous connaissez la prévention tertiaire, ça veut dire que là, on intervient sur les conséquences. Notre position, elle est claire, ces interventions tertiaires, c'est des interventions qui ne peuvent pas durer, parce qu'il faut mettre, ça peut être des cellules d'écoute, par exemple, mais entre autres, hein, mais vous ne travaillez pas sur les causes. Et donc, c'est infini. En travaillant sur les causes, en revanche, et on va voir comment, eh bien, vous allez pouvoir diminuer les conséquences. Et là, travailler sur les causes, ça va être la prévention primaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà de quoi on va parler autour de cette présentation. Alors, très clairement, le risque juridique sur tout ce qui concerne les risques psychosociaux, il est bien réel. C'est un risque pénal, enfin prud'homal aussi, mais c'est un risque pénal. Obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Là, il n'y a pas de... Voilà, obligation. Si vous avez des risques psychosociaux dans votre entreprise, type avec de l'absentéisme, des arrêts de maladie, des partenaires sociaux qui commencent à monter au créneau, éventuellement des passages à l'acte au sein de l'organisation, des gens qui attendent à leur jour, alors là, intervenez. Il faut agir. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Il y a un risque beaucoup trop important pour les chefs d'entreprise. On se rappelle que l'ancien patron d'Orange est toujours mis en examen sur cette question-là. L'ancien patron, hein, donc ça fait 5 ans qu'il n'est plus aux affaires. Mais là-dessus, vous avez une responsabilité vraiment réelle de poursuite pénale sur ce sujet-là. Donc, vous ne pouvez pas passer à travers. Deuxième chose, vous avez pu constater dans les dernières lois sur les lois Macron, dites Macron, qui ont entraîné un plafonnement des indemnités prud'homales de licenciement dans des contextes. Le plafonnement ne s'applique pas dans des contextes de harcèlement moral, discrimination, harcèlement sexuel. Parce que c'est un vrai sujet pour les avocats, c'est un vrai sujet économique, parce qu'ils savent pertinemment bien que le déplafonnement, ne pas plafonner ça, pour eux, c'est des retombées économiques importantes. Donc, il y a eu tout un collectif d'avocats qui ont dit non, il faut sortir ça du plafonnement. Donc, on voit aussi qu'il y a une recrudescence des engagements des contentieux vers ces sujets-là, parce qu'ils ne sont pas plafonnés. Voilà. Et il y a des avocats qui vont pousser le sujet pour faire en sorte qu'ils aillent sur ce sujet-là parce que les indemnités de licenciement ne seront pas plafonnées. Donc là, vous avez vraiment un vrai sujet sur lequel vous avez un vrai risque que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser sans traitement. Et donc le risque, il est bien réel. Et il y a des facteurs aggravants. Si ce sujet concerne vos organisations ou vos clients, je sais qu'il y a un certain nombre de consultants parmi nous. Les facteurs aggravants, s'il y a quelqu'un qui débarque dans l'entreprise, soit parce que des partenaires sociaux ont contacté un inspecteur du travail en disant il y a un risque majeur, il n'est pas traité, il faut faire quelque chose, donc les inspecteurs du travail arrivent, soit c'est plus grave, il y a des ayants droit qui cherchent des choses, des avocats qui essaient de voir si les processus sont respectés, et donc ils vont taper où ça peut faire mal, c'est est-ce que vous faites vos entretiens professionnels, par exemple. Pourquoi les entretiens professionnels ? Parce qu'ils ont un impact sur les risques psychosociaux. Les entretiens professionnels, on se rappelle, il s'agit d'identifier les appétences des gens, ce qu'ils aiment faire par ailleurs pour faire en sorte de leur trouver une solution éventuellement, quand c'est possible dans l'organisation. Donc là, si vous ne les faites pas, c'est un facteur aggravant. Vous ne respectez pas vos obligations légales. Et là, il y a un lien direct avec la perception des salariés sur leurs possibilités d'évolution professionnelle. L'entretien forfait jour, pour ceux qui en ont également, on se rappelle, il y a certaines populations où
certaines entreprises, en fonction de leur convention, qui vont mettre des gens dans ce qu'on appelle le forfait jour, ça veut dire on ne pointe plus. Là, il y a obligation de faire chaque année un entretien avec le salarié physique dans lequel on va demander au salarié est-ce qu'il y a un respect de la vie professionnelle par rapport à la vie privée, est-ce qu'il n'y a pas un excès de charge, etc. Si vous ne faites pas ces entretiens, si vous n'êtes pas en capacité de présenter ces entretiens réalisés, évidemment, là, vous aggravez les choses. Autre exemple, dispositif d'alerte. Vous savez que depuis le 1er janvier dernier, vous devez nommer et communiquer un processus d'alerte. Justement, ça peut concerner les risques psychosociaux, pas seulement, mais ça peut concerner les risques psychosociaux et les salariés doivent être informés en disant « Eh bien, je sais que je dois aller voir telle ou telle personne si je veux alerter d'une situation ». Si vous n'avez pas mis ça en place, c'est un facteur aggravant. D'expérience également, pour avoir vu au moins un inspecteur du travail le faire, quand il y a des situations du type tension, risques psychosociaux, il va voir aussi, juste pour un bras de levier, si les affichages obligatoires sont faits. Et je cite cet inspecteur du travail, je ne dirai pas qui c'est, mais qui m'avait dit « Ouais, si j'ai besoin de bras de levier dans la négociation, je vais certainement trouver des choses qui ne sont pas affichées, qui devraient l'être. » Donc là, ça fait partie des facteurs aggravants. Donc là, il faut que vous soyez au clair par rapport à ça. On va voir de quelle façon nous on propose de dérouler justement des choses de manière digitale pour répondre à ces obligations-là. Mais même si vous l'avez fait, excusez-moi, c'est pas des bonnes nouvelles, mais même si vous l'avez fait, vous êtes en capacité de présenter s'il y a une demande d'inspection du travail ou autre de vos entretiens, vous les présentez. Il vaut mieux que vous fassiez la preuve que vous traitiez le contenu des entretiens. Je prends un exemple très concret. Si vous avez un salarié qui en peut plus et qui vous dit qui est en arrêt de maladie pour burn-out, vous lui sortez l'entretien forfait jour. Ah oui, on l'a fait. S'il y a le malheur que dans cet entretien, ce salarié dise « je m'en sors pas, j'en peux plus, j'ai trop de travail, j'ai pas assez de ressources, j'ai trop de charges », et là, on va vous dire « est-ce que vous avez traité ce cas ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?» Si vous n'avez rien fait, très embêtant. Donc, il ne s'agit pas seulement de réaliser ces process obligatoires, hein. Il s'agit aussi de pouvoir être en capacité, de traiter les données collectées. Ça veut dire que s'il y a des salariés qui vous disent « j'en peux plus, je me noie », il faut démontrer que vous l'accompagnez, que vous l'aidez. Que même si votre sujet, même si vous vous dites est-ce qu'il est légitime, il vous dit qu'il se noie, il ne s'agit pas de vous poser la question de savoir si c'est légitime ou pas légitime de se noyer. Il faut l'aider. Voilà. Et donc là, il y a quelqu'un qui va sans doute vous dire bon, vous avez fait quoi concrètement là quand cette personne, si vous avez le malheur de ne pas avoir lu les entretiens, donc la nécessité de traiter les données collectées. Parce que le sujet est plus difficile évidemment que le risque physique. Santé mentale et physique des collaborateurs. La santé physique, il y a quelque chose qui risque de tomber, un salarié qui risque de se faire écraser par un Clark, on met des chaussures de sécurité. Les choses sont assez objectives pour être traitées. En revanche, les risques psychosociaux, vous n'êtes pas, il y a de l'objectif, des choses objectives, mais il y a du subjectif aussi. C'est la perception de la réalité par le salarié. Ce que je disais à l'instant, certaines situations stressantes, peuvent être perçus comme des facteurs de motivation, personne ne va s'en plaindre, les pompiers, que je prenais en exemple tout à l'heure. En revanche, il y en a d'autres, ça va être tout de suite un drame, tout de suite un risque psychosocial majeur pour ces personnes. Vous avez une perception d'une réalité et une donation de sens qui va faire que le risque psychosocial va être perçu différemment en fonction des personnes. Ça, c'est certain. La deuxième chose, c'est que dans les organisations, et on le constate nous à travers nos solutions, c'est que dans les organisations dans lesquelles les salariés, on constate qu'il y a une reconnaissance de leurs compétences, qu'il y a une prise en compte de leurs appétences, ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils se perçoivent en se disant « je vais peut-être pouvoir réussir à faire ce que j'ai envie ce qui me motive véritablement ». Organisation dans laquelle ils perçoivent aussi des perspectives d'évolution. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous en évolution, mais en tout cas, ils voient que l'organisation va communiquer, va faire des efforts, va essayer de trouver des solutions pour que les personnes puissent évoluer.
et éventuellement dans une politique de mobilité fonctionnelle. Ça, ce sont des éléments qui vont diminuer la perception par les collaborateurs du risque psychosocial. Vous mettez dans des situations, vous mettez des collaborateurs qui, sans ces éléments-là, peuvent complètement dramatiser la situation de l'entreprise et le traduire comme étant risque psychosocial, risque avec l'absentéisme, avec les risques de burn-out qui viennent derrière. En revanche, quand vous communiquez sur les sujets dont on vient de voir, quand vous donnez du sens, un sens positif à votre travail de RH ou de consultant, eh bien là, le risque psychosocial il diminue. La perception du risque psychosocial diminue. Alors, à ce stade-là, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. À ce stade-là, souvent, quand les organismes que je citais tout à l'heure, eux, ils vont conseiller de faire ce qu'on appelle une étude approfondie. Une étude approfondie, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas... ça va être globalement de faire venir des consultants externes qui vont proposer, en fonction de la taille de l'entreprise, parfois une certaine durée d'intervention. Et le constat, c'est que ces interventions sont longues, sont complexes, sont chères et sont peu opérationnelles. Là, vous voyez le tableau, je l'ai flouté pour pas qu'on voit d'où ça vient, mais voilà, c'est quand vous débarquez avec des études comme ça dans vos directions opérationnelles, oula, ça fait peur. Ça fait peur, on va se dire, résultat, quand est-ce qu'il va arriver? C'est une machine à gaz. Nous, on dit simplement que ces études approfondies ne sont pas systématiquement nécessaires. Elles peuvent l'être. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais ces études approfondies peuvent être nécessaires dans certains contextes. Des contextes vraiment où il y a une levée de bouclier majeure, où il y a vraiment des harcèlement sexuel, si c'est, enfin, en général, on espère, en tout cas, c'est pas répandu dans toute l'entreprise, mais il faut une intervention, pas nécessairement d'un consultant. Mais si c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans la durée, vous dites c'est compliqué, bon, ok, étude approfondie, mais ça va pas être systématique. J'insiste également sur le caractère non pérenne de l'étude approfondie. Même si les consultants vont vous dire, enfin, ils ont tendance à vous dire qu'on se revoit tous les 2 ou 3 ans, c'est pas réalisable opérationnellement. Mais le risque psychosocial change avec le temps. Les métiers bougent. À partir du moment où les métiers bougent, le risque, il change. Et dernier point, on se rappelle de l'effet Anthorn, qui au siècle dernier avait constaté que simplement la présence de consultants dans une organisation qui écoute des collaborateurs, ça améliore les choses. Même s'ils n'ont rien fait. Donc, ça ne veut pas dire que cette amélioration, elle va être pérenne. Voilà, ça, c'est important de le préciser. Nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait des gens dans l'organisation qui prennent en main le sujet. Juste un mot sur les facteurs. J'ai commencé à esquisser les facteurs tout à l'heure de risques psychosociaux avant de venir au plan d'action et au groupe de pilotage. Les facteurs de risques psychosociaux, là, voilà, vous avez une matrice à peu près, à notre sens, qui est complète, qui va à travers ces facteurs-là, qui vont vous permettre déjà d'interroger des gens, des collaborateurs dans l'organisation, parce que les gens, ils savent très bien ce qui se passe dans l'organisation. Très, très vite, ils vous disent oui, tiens, il est où celui-là, pardon, clarté des rôles. Ah bah oui, il y a des managers qui disent une fois dans un sens, et puis le N+2, dans l'autre sens. Et vous avez des salariés complètement déboussolés. Là, vous avez des remontées de ce type-là et vous savez assez vite sur quels critères, quels sont les éléments qui vont être prioritaires. Efficacité du management, par exemple. Demande contradictoire. S'il s'agit, on parlait des cadres au forfait, par exemple, tout à l'heure, conciliation travail-famille. Voilà. Assez rapidement, avec des gens qui connaissent l'entreprise et qui sont prêts à s'approprier le sujet, vous allez pouvoir sortir des axes prioritaires sans nécessairement passer par une étude approfondie avec un consultant extérieur qui va vous coûter une blinde et qui va durer des semaines, et pas nécessairement opérationnel. Là, en partant de ce type de matrice, eh bien, très simplement, vous allez pouvoir identifier des choses et commencer à travailler sur ces sujets-là. Les choses que vous allez identifier ne sont pas nécessairement pour tous les salariés de l'entreprise les mêmes sujets. Si vous avez des cadres ou des commerciaux qui sont au forfait jour, qui sont en déplacement important, c'est les seuls qui ne pointent pas dans l'organisation, peut-être que ce sera les seuls qui vous diront là, on a un problème de conciliation travail-famille, par exemple.
S'il y a des gens qui sont en relation client continuellement, certains vont vous dire on a un de respect, on n'est pas respecté par les clients, on est agressé par des clients, donc ça peut être des traitements différents. Et on va voir comment on va le décliner à travers les processus qu'on propose pour justement, comment dire, avoir une intervention ciblée. Donc la première chose, étude approfondie ou non, c'est de travailler avec des gens dans l'organisation qui sont prêts à s'approprier le sujet, qui veulent le prendre en main et commencer à travailler sur quels sont les facteurs prioritaires par rapport à cette matrice qui vont permettre ensuite de faire des propositions. Et pour faire ça, il ne faut pas rester tout seul, il faut le partager. On met en place souvent un groupe de pilotage. Ce groupe de pilotage, donc je le disais, un salarié qui s'approprie le sujet. Et dans ce groupe, alors c'est souvent un RH quand même, hein, c'est souvent un pilotage RH. Pourquoi un pilotage RH? Souvent parce que quand vous allez chercher de l'information, entre autres dans des entretiens professionnels, dans des entretiens annuels, s'il y en a, de l'information sur les risques psychosociaux, dans des entretiens de forfait jour, il y a aussi d'autres éléments qui sont des éléments confidentiels que le groupe de pilotage n'a pas à connaître. Donc là, souvent, elle va préparer ce terrain-là pour faire les analyses de risques psychosociaux, mais sans parler des autres sujets qui sont personnels, enfin, qui sont confidentiels, la rémunération, l'atteinte des objectifs, etc. Donc la RH, nous, on préconise clairement dans ce groupe de pilotage obligatoire, partenaires sociaux, membres du CHSCT, enfin maintenant comité social économique sous l'aspect sécurité. Très important. Il vous faut un relais dans l'entreprise, il vous faut quelqu'un qui soit justement, qui a un mandat pour faire ça et qui va s'approprier le sujet, parce que c'est souvent des sujets qui s'approprient. C'est des gens qui ont un mandat. Ils vont s'approprier le sujet. Ça va être des bras de levier importants au sein de votre organisation pour pas que ce soit uniquement un sujet RH direction. Vous le savez mieux que moi, ce que les collaborateurs racontent à leur RH et à leur chef, ils racontent pas toujours la même chose aux partenaires sociaux. Il y a toujours des filtres, hein, nous sommes d'accord, il y a toujours des postures vis-à-vis d'un RH, vis-à-vis d'un chef. Souvent, les langues se délient beaucoup plus avec des élus, ce qu'on peut comprendre. Donc là, pour nous, c'est prioritaire, enfin, c'est obligatoire. Mettre un représentant du personnel, idéalement ex-CHSCT, dans le groupe de pilotage. Direction, évidemment, représentant de la direction et ou du management. Et en fonction des contextes, médecin du travail, si c'est un médecin interne, c'est plus difficile quand c'est des médecins externes, des médecins mutualisés. Et l'infirmière, s'il y en a une, c'est aussi des gens qui ont une information, ils sont favorables à ce genre de situation à y participer. Et ce groupe de pilotage, justement, il va commencer à définir, il part, on le dit à l'instant, des éléments, des facteurs de risques psychosociaux liés à l'organisation, parce qu'ils la connaissent, cette organisation. Et ensuite, l'ARH va leur préparer le travail, s'il y a des entretiens, s'il y a des processus d'entretien qui sont déroulés dans l'organisation pour avoir d'autres informations. Et ensuite, on va mettre en place un plan d'action. Enfin, quand je dis on va mettre en place, on conseille donc aux pilotes et aux pilotes du groupe de travail de mettre en place un plan d'action qui peut passer éventuellement par un questionnaire idoine. Alors nous, on est influencé par les questionnaires validés par les ACT, hein, les CARASEC ou les CGRIES. Globalement, c'est à peu près ceux-là qu'on utilise. Et on va dérouler dans l'organisation éventuellement ce type de questionnaire qui va permettre d'affiner, mais qui va permettre d'affiner les causes des risques psychosociaux et donc d'identifier les facteurs de risque prioritaires. Mais ça va. Alors, avec l'utilisation d'un questionnaire ou non, en fonction de votre maturité de connaissance de l'entreprise, mais en tout cas, on va préconiser ensuite l'intégration dans les processus d'entretien de questions mesurant à chaque campagne l'évolution des risques psychosociaux. On va prendre des exemples tout à l'heure. Et c'est ça qui va vous permettre, dans la durée, de mesurer, si c'est des processus annuels tous les ans, l'évolution des risques psychosociaux par métier, par catégorie, par implantation, par établissement, par tous les critères qui sont pertinents chez vous. Et au final,
Jean-Philippe va nous faire voir tout à l'heure comment ça se présente dans notre solution. Au final, on va pouvoir mettre en place un tableau de bord, je vais dire un tableau de bord risques psychosociaux, qui va automatiquement être généré à chaque campagne et pour mesurer l'évolution du risque psychosocial, ou sa diminution plutôt, ou le changement du risque psychosocial, et tout ceci selon tous les critères que vous aurez pu intégrer, enfin les critères d'affectation de métiers et autres. Donc plan d'action. Et dans ces entretiens, c'est le type de questions qu'on va rajouter. Alors, on est en phase, on connaît tous les processus d'entretien annuel. À ce sujet-là, je tiens à vous dire que les entreprises ont plutôt tendance à passer à des entretiens plutôt bisannuels, voire plus, des entretiens moins stressants justement pour les collaborateurs et les managers, et dans lesquels on fait le point plus souvent. On se rappelle que les entretiens annuels, ça se faisait pas partout dans toutes les entreprises, mais souvent pour construire un plan de formation. Et puis c'était tellement lourd à gérer qu'on le faisait une fois par an. Mais on s'aperçoit que quand les entreprises voient la facilité d'utilisation des solutions digitales, là, elles commencent à faire des entretiens plus courts, tous les mois, tous les 2 mois, pour que si un salarié rencontre des difficultés, il puisse intervenir le plus vite possible. Plus vous intervenez vite dans le cadre d'un salarié qui vous dit « je m'en sors pas, je n'atteins pas mes objectifs, je suis submergé, je me noie », plus vous intervenez vite, ça vaut pour RH et management, et plus vous avez de chances de sortir positivement de cette situation. Et donc, les questions qu'on va rajouter dans les entretiens, ça va être des choses très très simples. Niveau de satisfaction globale. On peut le préciser par rapport au poste occupé, par rapport à l'organisation. On va poser des questions également. Quelles sont vos attentes en matière de perspective d'évolution, de politique salariale, d'équilibre vie professionnelle, vie privée? On peut centrer ces questions-là uniquement sur la catégorie concernée. On ne va pas poser la question dans l'entretien, ne sortira cette question que pour cette catégorie. Ça va être important. Donc, on va pouvoir faire du sur-mesure en fonction des métiers et en fonction des situations catégorielles. Et tous ces éléments-là qu'on va intégrer dans les entretiens, vous aurez compris qu'on va pouvoir les traiter en quelques clics. Ça veut dire que tout de suite, on va pouvoir avoir une vision du niveau de satisfaction dans l'organisation, du niveau de risque psychosocial, globalement, par direction, par métier, par tout ce que vous entendez. Et ça va vous permettre, je le disais à l'instant dans le groupe de pilotage, il faut des gens qui s'approprient. Ça va permettre très vite à la personne qui s'est approprié le sujet d'aller sur le terrain, d'aller voir des gens tout de suite. S'il y a une direction dans laquelle on constate qu'il y a un niveau de satisfaction générale qui est bas, rapidement, ça permet d'intervenir auprès du management, auprès des chefs de service, pour éradiquer ce niveau de satisfaction qui peut être lié aussi à des conditions de métier. Quand vous avez ça également, vous avez aussi, pour ceux qui gèrent de la communication interne, vous avez votre feuille de route pour les aspects de communication. Faire de la pédagogie sur les perspectives d'évolution dans l'organisation. On va voir que nous, on va communiquer des filières d'évolution. Donc, ça vous permet aussi d'avoir vos axes de communication et d'amélioration, de diminution des risques psychosociaux. Dans ces entretiens, ce qu'on rajoute également, c'est des questions, on les présente en questions à choix forcé dans un premier temps, c'est est-ce que considérez-vous que vous avez suffisamment de visibilité sur vos perspectives d'évolution, de très insatisfait à très satisfait? Donc ça va vous permettre de faire un traitement sur l'ensemble des collaborateurs sur cette question-là. Et puis derrière, on va vous préconiser de rajouter du texte libre pour que les gens, pas seulement les gens qui sont insatisfaits, mais les deux, mais les gens qui sont insatisfaits vous donnent des pistes pour vous dire, voilà, sur quel sujet je suis insatisfait, etc. Vous allez aussi identifier des gens qui sont en risque de départ dans l'entreprise. Si c'est des cœurs de métier, si c'est des métiers à compétences rares, faut agir assez vite, parce que c'est des gens qui potentiellement vont se mettre sur le marché, si ce n'est pas déjà fait. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui sont très satisfaits. Et là, vous allez avoir des pistes, parce qu'ils vous disent des choses aussi, les gens qui sont très satisfaits. Et ça vous permet aussi d'améliorer la satisfaction des moins satisfaits. Donc là, de cette façon-là, en quelques clics, en intégrant ces éléments-là dans les entretiens,
vous allez pouvoir piloter en direct live et mesurer l'amélioration d'année en année. Ça, nous, ce qu'on mesure au final dans les organisations où on va, c'est de la diminution de l'absentéisme. Je peux vous citer des entreprises dans lesquelles on est depuis plus de 5 ans, oui, qui a diminué son turnover subi de manière importante en utilisant nos solutions, une entreprise de 2700 collaborateurs. On va mesurer l'absentéisme, je le disais, le turnover subi, c'est aussi les accidents du travail. On sait que les risques psychosociaux sont un facteur d'accident du travail et que les salariés qui sont dans des situations où ils disent je ne vais pas évoluer, je vais continuer à faire cette activité jusqu'à la fin du jour et que ça ne leur plaît pas, voilà, c'est un facteur, ça génère un accident du travail. Et nous, c'est ce que nous mesurons. C'est des fondamentaux RH qu'on améliore dans la durée. Et donc, les indicateurs, Jean-Philippe va nous présenter ça sur la solution dans quelques minutes. Les indicateurs, on va pouvoir mettre en place un tableau de bord qui va définir, excusez-moi, c'est ça que je voulais faire, voilà, des indicateurs qui vont vous permettre de suivre de campagne en campagne. Par exemple, là, c'est le niveau de stress sur la qualité de vie au travail, par rapport à satisfaction, insatisfaction, sur le nombre de salariés, voilà, très insatisfaits. Et ça va être des éléments qui vont être des axes prioritaires d'amélioration avec votre groupe de pilotage. Voilà, donc au final, notre solution, elle va vous permettre, alors si vous n'avez pas de processus d'entretien dans vos organisations ou chez vos clients, très très rapidement, hein, on intègre nous la liste des collaborateurs à partir d'un fichier Excel, on propose un modèle d'entretien ou on reprend le modèle du client, on l'intègre et tout ça, ça se fait en quelques clics. Enfin, en quelques jours, on peut dérouler tous les process d'entretien que vous souhaitez. Et toutes les données ensuite sont accessibles donc en un clic. Hein. Vous ne faites pas de ressaisie. Le temps RH, c'est pas un temps où on ressaisit des documents dans différents endroits. Tout est accessible par toutes les personnes autorisées à accéder à cette information. Donc les données sont partagées. Le salarié a accès à ces informations évidemment. La RH également et les managers. Tous les managers vont avoir accès à l'entretien de l'année passée. S'il y a un changement de manager, automatiquement, ils ont accès aux précédents entretiens, parce que souvent ils demandent à RH, j'ai pas eu d'entretien l'année dernière. Là, tout le monde accède à tout. Enfin, toutes les personnes autorisées, pardon. Et donc, vous permettant de mesure du progrès continu d'année en année. Et c'est là que vous allez pouvoir mesurer l'impact de vos actions. Et au final, donc, vous mesurez la satisfaction professionnelle et vos patrons, ils le savent bien, satisfaction professionnelle, c'est moins d'absentéisme, c'est moins de turnover, c'est moins d'accidents de travail, c'est moins d'erreurs de production, moins d'erreurs sur la production. Voilà. Et tout ça avec une souplesse d'adaptation, puisque si vous voulez changer les critères au sein d'un entretien, par exemple, ou des questions autour de cet entretien, bien, en quelques clics, on va pouvoir modifier les contenus. Donc, beaucoup de souplesse. Et à l'intérieur, Jean-Philippe va nous faire voir ça. À l'intérieur de nos solutions, donc on le disait tout à l'heure, on va pouvoir aussi solliciter, si c'est des managers à faire évoluer, les 360 qui sont intégrés. Certains de nos clients l'intègrent dans leurs entretiens annuels de manager, par exemple le 360. Parce que le 360, c'est aussi une base de progrès pour les managers et de voir leur évolution dans la durée. On va pouvoir intégrer également dans nos solutions des compétences comportementales. On intègre des référentiels métiers, vos référentiels métiers, et on peut rajouter des compétences comportementales. Je vais prendre un exemple. Dans une organisation dans laquelle il y avait des problématiques d'évolution des collaborateurs, les collaborateurs nous disaient, bon, de toute façon, les chefs, ils sont plus là pour nous enfoncer que nous faire progresser. Bon, ambiance. On a rajouté des compétences comportementales du type fait grandir, développe les talents des collaborateurs. Et ça fonctionne, voilà. Et on a développé les mobilités fonctionnelles au sein de cette organisation. On met en place aussi de la reconnaissance des compétences. Ça veut dire qu'un salarié qui bouge dans l'organisation, on va tracer sa carrière. Et le salarié le voit dans son dossier collaborateur digital. Et ça, c'est important pour les collaborateurs. Les collaborateurs
plus les premiers niveaux ou deuxième niveau de formation, ils vous le disent souvent. Ils vous disent, moi j'ai fait plein de trucs dans la boîte, personne ne le sait. Le RH il est parti, les managers il y en a plus, enfin ça a changé. On a oublié tout. On va garder ça. C'est un facteur important de reconnaissance. Et on le disait tout à l'heure, la perception du risque psychosocial va être en partie filtrée par ce type de situation. Ça veut dire moins dramatisée. Reconnaissance des compétences et également visualisation des filières de carrière. Et que chaque collaborateur puisse percevoir son évolution potentielle. On ne fait pas des armées mexicaines. Mais en tout cas, on va dire aux Mexicains, on dit, hein, les armées mexicaines, pas espagnoles, c'est l'auberge espagnole, pardon. Les armées mexicaines, voilà. Tout le monde ne va pas devenir chef à la place du chef, mais on s'aperçoit que quand on travaille sur les référentiels métiers, qu'on intègre ces référentiels métiers, il y a d'autres filières que la filière managériale. Il y a des filières de sécurité, ça dépend des contextes d'entreprise, mais des filières transverses, des filières de sécurité, des filières, quand je dis transverses, ça peut être la formation, par exemple en RH, la sécurité, la gestion de projet, la qualité. Il faut que les salariés voient que ces opportunités, potentiellement, elles peuvent se présenter à eux. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le 360. Voilà, donc, et tous ces éléments-là, donc vont, on l'a compris, vous mettre à l'aise par rapport à d'éventuels contrôles. Vous êtes au clair sur vos entretiens. Vous traitez les problématiques d'insatisfaction les plus fortes. Il faut les traiter parce qu'en 2 clics, vous avez l'info. Hein. Et ensuite, vous avez des modules qui vont vous permettre justement d'améliorer la perception par les collaborateurs de l'organisation. Voilà, donc là, ça c'est une synthèse. Au final, je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, le travail est un facteur fantastique d'épanouissement. On parle beaucoup des risques psychosociaux, ils sont bien réels, mais le travail est aussi un facteur majeur d'épanouissement, de développement, de progression. Et donc, on a vraiment conçu nos solutions pour faire en sorte que le maximum de gens rentrent dans ces situations de développement, d'épanouissement professionnel pour aller vers la qualité de vie au travail. Voilà, je vais passer la main à Jean-Philippe qui va nous présenter la façon dont ça se présente justement. Je vais juste mettre les bons mots de passe. Donc comme on l'a vu, enfin comme Christophe vous l'a expliqué, on a développé quelque chose de simple et d'efficace dans l'utilisation. Donc, on va commencer par expliquer le principe de fonctionnement donc, des entretiens, puisqu'on a vu que grâce à eux, on va pouvoir poser des questions très spécifiques donc, sur la qualité de vie au travail, sur l'organisation du travail et sur les RPS. Donc, une fois que vous aurez, comme vous l'a dit Christophe, de manière très simplement, juste en chargeant un fichier d'extraction de paye CSV ou Excel, vous allez pouvoir facilement donc intégrer votre organigramme trombinoscope annuaire dans lequel donc chaque collaborateur va avoir son dossier personnel collaborateur et donc va pouvoir donc prendre conscience et s'intégrer au sein d'une organisation complète. Donc pour lequel il va retrouver donc toutes les informations, on va dire classiques et administratives de ce personnel et également donc tout son suivi avec toutes les évolutions qu'il a pu faire depuis le début et il retrouvera tout le suivi de ses entretiens et donc de ses 360 et de ses tests de personnalité si nécessaire. Voilà. Donc, pour ce qui est de la campagne d'entretien, première chose, c'est qu'une campagne d'entretien va être gérée très simplement donc, et lancée très simplement par le service RH. Tout simplement ici, en créant une campagne d'entretien. Comme on l'a vu tout à l'heure, certaines personnes sont assujetties à certains entretiens obligatoires qui ne correspondent pas à toutes les fonctions. Donc, vous allez pouvoir sélectionner justement le type de forfait que vous allez effectuer. Qui sont des forfaits très spécifiques en fonction des positionnements de chaque personne. Donc, vous avez ces forfaits, ces entretiens-là, décidément, donc spécifiquement à chaque personne pour éviter soit d'avoir des questions qui ne correspondraient pas
donc à la situation de chaque collaborateur, soit éviter de polluer sur des demandes de passage d'entretien qui ne correspondent pas du tout à certaines personnes. Donc là encore, c'est important puisque on va vraiment chercher à simplifier et à rendre confortable toutes ces campagnes d'entretien. Donc, simplement, on peut lancer comme ça une campagne en sélectionnant également les différentes directions, les différentes filières de travail de l'entreprise. Donc, qui permettent, là encore, de sélectionner et d'affiner le plus possible pour vraiment être sur la cible des personnes sélectionnées. Voilà, ou on peut éventuellement lancer à tout le monde. Voilà. Donc, une fois que vous avez lancé ces entretiens-là, vous pouvez faire donc forcément un suivi de ces campagnes d'entretien, où vous allez retrouver dans un premier tableau l'évolution et l'avancée de chaque entretien, ici, pour savoir un petit peu à quel niveau se situe donc cet entretien. Ici, vous allez retrouver toutes les personnes qui ont été invitées à passer leur entretien, avec le niveau et l'état d'avancée donc de leur processus d'entretien, et la possibilité, là encore c'est important, de pouvoir, en cliquant sur la petite cloche, relancer uniquement les personnes qui auraient oublié ou qui n'ont pas avancé suffisamment dans leur entretien. Là encore, c'est important de ne pas surcharger les boîtes mail, de ne pas polluer, de ne pas rajouter du stress pour les personnes qui n'auraient pas l'utilité. Et donc, en relancer tout le monde et dire vérifiez si vous avez fait. Non, là, on va uniquement voir les personnes. Vous n'avez pas avancé suffisamment dans votre entretien, vous n'avez pas répondu, merci de vous connecter pour le faire. Donc là, on est vraiment dans le confort et dans l'accompagnement de chaque collaborateur. Hop là. Et donc, on va pouvoir voir là, dès que ça va s'ouvrir, un entretien d'évaluation. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, un entretien qui a donc le suivi chronologique. Donc là encore, dans le cas où il y aurait une procédure, soit prud'homale ou pénale, vous avez une preuve avec un suivi des dates à la période où ont été faits ces échanges-là. Vous allez donc forcément pouvoir rajouter toutes les questions qui vont être liées aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail. Comme on vous l'a dit, avec des réponses fermées, style oui, non, ou avec des échelles différentes, comme on peut mettre ici la solution d'évaluation des objectifs. Ça, c'est propre à chacun. Et des champs libres de texte où là, le collaborateur va pouvoir apporter de la solution, entrer de la donnée pour pouvoir les traiter un peu plus tard. Donc là, forcément, tout est paramétrable en fonction du personnel qui va être donc interviewé et également de chaque entreprise. Donc là, vous allez pouvoir rentrer de l'information. Et comme Christophe vous l'a dit tout à l'heure, comme vous avez la main dessus, en fonction de l'évolution de la vie dans l'entreprise et donc des modifications qui peuvent être apportées donc, dans l'entreprise, vous pouvez modifier, rajouter des questions ou les modifier comme bon vous semble pour pouvoir coller au plus près lors de vos entretiens. Il ne s'agit pas de parler d'une condition de travail qui ne serait plus à l'ordre du jour aujourd'hui puisque des évolutions auraient été apportées. Donc là, vous pouvez vous-même apporter ces modifications-là. Vous n'êtes pas dans des politiques d'avenant comme certaines solutions où chaque modification doit faire l'intervention d'un technicien et donc et en plus facturé. Voilà. Quand vous êtes donc sur le suivi de votre enquête, de votre entretien, vous allez pouvoir éditer très simplement donc des graphiques en sélectionnant ce que vous voulez. On est donc là sur du climat social et on va sélectionner donc les différentes questions afin de pouvoir éditer et voir le suivi sur les différentes questions que vous avez fait. Et là, on va pouvoir sortir des graphiques en fonction donc des réponses qui ont été proposées. C'est pour ça que c'est intéressant des questions fermées sur oui ou non. Là, on va pouvoir ressortir facilement des tendances. Vous allez pouvoir également très simplement ici exporter la totalité de la campagne sur un tableau Excel pour pouvoir la travailler comme bon vous semble et pouvoir la combiner avec d'autres enquêtes ou d'autres tableaux que vous pourriez avoir. Oui. Hop là.
Voilà, donc là, on va retrouver toutes les questions sur les conditions de travail. Voilà, avec les réponses par oui ou par non, dans notre cas-là, et les différentes propositions qu'on a ici pour pouvoir extraire et pouvoir travailler pour mettre en place des plans d'action. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque collaborateur a un dossier collaborateur avec une fiche, un référentiel métier qui correspond donc à son poste avec les compétences et surtout le niveau des compétences attendues pour être compétent à ce poste et donc d'être au niveau exigé. Donc, de cette fiche de poste-là, vous allez très simplement pouvoir, en repartant donc dans l'onglet entretien, lancer des campagnes d'entretien, cette fois-ci, de compétences, qui vont vous permettre donc d'évaluer les compétences en auto-évaluation ou en évaluation avec les supérieurs hiérarchiques et pouvoir extraire et donc très simplement vous rendre compte des gaps négatifs qu'il peut y avoir entre une compétence attendue. Et à partir du moment où vous allez trouver, comme ici, donc le niveau vert, c'est le niveau du salarié, le niveau orange, c'est le niveau donc attendu. Dès qu'on va trouver un gap négatif sur ces compétences-là, rapidement, automatiquement, vous allez avoir une proposition de formation. Donc, quand on dit formation, on n'est pas obligatoirement sur de la formation externe avec un formateur ou un intervenant externe, mais vous allez pouvoir trouver ici, parmi un catalogue de formation que vous allez rentrer vous, que vous allez pouvoir personnaliser vous aussi, ça peut être du tutorat, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des documents à visionner. Donc, vous allez pouvoir très simplement avoir un plan de formation prévisionnel en proposition qui va pouvoir se faire là en fonction donc de tous ces gaps négatifs que vous allez avoir lors des différents entretiens et pouvoir travailler très simplement votre plan de formation et votre besoin d'accompagnement de chaque salarié. Là encore, c'est important de pouvoir accompagner chaque collaborateur, car si dans les différences de niveau de compétences, forcément la productivité est impactée, la qualité, le stress et la compétence de chaque personne va être touchée. Et forcément, donc, la difficulté de réaliser ses objectifs ou de réaliser le travail qui est demandé dans un temps imparti, sur un niveau imparti, va forcément s'en ressentir. Donc là, une charge de stress, une charge mentale, émotionnelle peuvent être générées et du coup, apporter beaucoup de problématiques sur les RPS à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi très simplement, par l'onglet sondage, lancer donc des campagnes très régulières pour avoir un véritable baromètre social et donc pouvoir mesurer votre qualité de vie au travail. Et donc vous allez pouvoir suivre tout ça grâce donc au tableau de bord, aux différents tableaux de bord que vous allez pouvoir avoir de manière automatisée et à jour sur les différents points qui vous sont importants et pour lesquels vous avez de la donnée à traiter à l'intérieur donc de l'application. Ça peut être du présentéisme par métier, ça peut être un taux de turnover, ça peut être un taux d'accident du travail. Vous allez pouvoir analyser et avoir toutes ces données-là, donc qui vont vous permettre de faire votre suivi, mettre en place les plans d'action et voir donc les résultats et l'impact que les différentes actions ont pu amener chez vous. Voilà concrètement comment s'organise la solution et comment on permet avec toutes ces actions-là donc d'anticiper au maximum, comme on vous l'a dit, sur des process qui sont organisés, qui sont simples à mettre en place et qui peuvent être faits beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus régulière et ça évite donc de se trouver avec des entretiens ou des études sur des périodes d'entretien, de campagne d'entretien lourdes à gérer et lourdes à traiter par la suite. Ici, si on fait un entretien très court, très rapide, même tous les trimestres, on peut extraire de la donnée rapidement et surtout on peut être réactif et anticiper au mieux
donc tous les changements de qualité de vie qu'on peut avoir et anticiper au mieux les RPS dans ce domaine. Voilà. Je crois qu'il y avait des questions. Alors, il y avait une question sur qu'est-ce que le 360 ? On disait tout à l'heure, on a intégré effectivement des solutions qui permettent d'accompagner les collaborateurs sur leur développement d'une manière générale. Donc là, on va le retrouver dans l'onglet Se développer. Il y a les entretiens qu'on a vus à l'instant. Et dans les solutions qui vont permettre d'accompagner, entre autres, surtout, on préconisait plus pour les managers, donc je réponds à votre question. Aurore, le 360, on va poser des questions à l'environnement du collaborateur, du manager, sur des questions très simples, hein, ça prend 10 minutes, à son environnement. Son environnement, c'est les salariés, ses collaborateurs, pardon, quand il s'agit d'un manager. On va poser des questions à sa hiérarchie, N+1, N+2, les mêmes questions. Éventuellement à des clients, enfin éventuellement non, clients internes ou externes, hein, quel que soit des travail, que ce soit interne ou externe, des alter ego, et on va lui demander une auto-évaluation. Et on va mesurer cette moyenne, et ça va se faire de manière anonyme, puisqu'il y a toujours au moins 2 personnes par sphère. Et là, c'est des choses très simples, hein. On va poser aux questions des questions aux gens. Est-ce qu'ils gèrent les conflits? Est-ce qu'ils conduisent le changement? Est-ce qu'il conduit le changement? Est-ce qu'il fait les équipes, motive les collaborateurs? Est-ce qu'il est flexible, etc. Ces questions sont modifiables en fonction du contexte du client. Ça, c'est des éléments de progrès importants pour les managers. Ça les aide à grandir, à se développer, à améliorer leur comportement. Ça, c'est un élément important de progrès. Et on va toujours conclure de la même façon avec des zones de talent, des zones de réussite et des zones de progrès. On va toujours faire en sorte que les collaborateurs soient dans un contexte de mise en confiance. Pour les aider. Et voilà, après, on peut effectivement le faire en fonction des sphères, de chaque sphère. On va pouvoir aussi intégrer dans les solutions. Alors là, ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est sur son poste, qui nous pose des questions à son environnement, des questions sur son travail, puisqu'il est continuellement dans son travail. On va pouvoir aussi intégrer une autre solution qui, cette fois-ci, est une solution psychométrique, dans laquelle on va pouvoir faire une projection d'une personne qui changerait de métier. Je prends un exemple, c'est un technicien qui deviendrait manager. Ben, c'est très difficile à faire, parce que un technicien, vous pouvez pas questionner son environnement sur son rôle de manager, puisqu'il ne l'est pas. Il n'a jamais été dans l'organisation. En revanche, là, on va pouvoir questionner une solution exclusive qui va permettre de matcher le profil du candidat, cette fois-ci, à des profils de performance métier, puisque dans nos bases de données, nous avons 300 000 salariés pour lesquels ont été mesurés les liens entre la performance et les éléments de personnalité. Pour les experts, on est sur le modèle du Big Five. Et ça va nous permettre de faire cette projection, de dire que la personne a un taux d'adéquation qui est plus ou moins important. C'est utilisé en recrutement pour un certain nombre de nos clients. Et recrutement et mobilité interne. Donc là, on le préconise en mobilité interne. Ça veut dire qu'on va pouvoir identifier rapidement sur un poste qu'il n'a pas exercé encore. Hein. Donc on ne peut pas questionner les gens sur ses compétences qu'il n'a jamais exercées, faire une projection de son profil par rapport à une zone de performance idéale parce qu'on a interrogé les 300 000 personnes qui sont dans nos bases de données. Ça va être des facteurs d'accompagnement des collaborateurs. Et ça, d'aide aux collaborateurs. Et ça, c'est des éléments dans une organisation, quand vous le déployez, qui sont évidemment perçus par les salariés et qui changent leur regard sur l'organisation. Et quand ils changent leur regard, quand ils bougent, on fait bouger les lignes, c'est des risques psychosociaux qui sont moins vus de manière aussi... la réalité est perçue de manière moins dramatique, je dirais. Moins négative. Peut-être pas dramatique, mais négative. Donc voilà ce qu'on met en place dans les organisations et qui permettent justement d'améliorer d'une manière globale les fondamentaux RH. J'y tiens, c'est diminution du turnover subi,
diminution de l'absentéisme, des accidents du travail, tous des éléments très négatifs opérationnellement. Aurore, est-ce que cela n'est pas anxiogène pour les salariés? Non, ça dépend de quoi vous me parlez, mais non, c'est pas anxiogène du tout. Enfin, ce qui est anxiogène, c'est de ne pas parler des choses. C'est de ne pas en parler. C'est de ne pas mettre les choses sur la table en disant, bon, votre évolution, vous souhaitez une évolution vers le management. À un moment, il faut dire que c'est peut-être pas votre filière. Voilà. Si c'est ça votre question, si c'est ça, s'ils sont mal vus, que vont dire les collaborateurs? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Aurore, si c'est les managers qui sont... Les 360, oui. Les 360? Non, d'expérience, je vous assure, c'est pas, c'est pas du règlement de compte. Hein. Alors d'abord, c'est le salarié, c'est le manager qui va choisir les personnes interrogées. C'est lui qui rentre. On lui en demande plusieurs parce qu'il faut pas on ne veut pas qu'il identifie. Non, mais globalement, c'est pas de la chasse aux sorcières, quoi. Hein. C'est pas du règlement de compte. C'est vraiment dans une démarche de progrès. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le développer dans toutes les organisations. Ça dépend de votre maturité, la maturité RH de l'organisation. Si l'organisation est là, juste un entretien, si elle n'a pas d'entretien annuel, enfin, peut-être pas mettre en place un entretien annuel, ou avec une autre périodicité, mais c'est peut-être ça la priorité. On ne commence pas par du 360 tout de suite. Mais le 360, à un moment, c'est pertinent. Parce que si vous avez des choses qui remontent sur le rôle du management, la clarté des rôles, la pression sur les objectifs, des choses comme ça, ça vaut la peine d'aller sur quelque chose de plus spécifique en termes d'outils. Mais on n'est pas en train de dire je suis pas en train de dire qu'il faut le mettre en place tout de suite. Mais c'est quelque chose de pertinent dans la durée quand le niveau de maturité RH de l'organisation monte. Là, ça répond à votre question. C'est quoi le niveau de maturité RH? Le niveau de maturité RH, quand vous arrivez dans une organisation, vous posez la question au RH. Vous allez même à la paye, vous allez à la RH, vous allez voir. Et vous dites, mais quand les managers viennent vous voir, ils viennent vous voir pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Si les gens vous disent, ils viennent voir pour voir si ma paye est bien faite, si j'ai la bonne prime, ok. Niveau de maturité ou le frais de mission remboursé, niveau de maturité RH, il est au minimum. Là. En revanche, quand ils vous disent ils viennent me voir parce qu'ils ne savent pas comment faire pour faire évoluer un collaborateur, qu'ils voudraient faire telle filière de métier, ils voudraient justement améliorer ses compétences, ils me posent des questions, je me mets à la place. Les managers nous demandent et nous parlent du climat dans l'organisation, nous parlent des problèmes comment résoudre des problèmes de gestion de conflit. Là, vous commencez à être à un niveau de maturité RH, c'est-à-dire que la représentation que se font les RH que ce sont les collaborateurs des RH, est d'un bon niveau. Les risques psychosociaux, là, vous montez de manière forte en vous appropriant le sujet, vous montez de manière forte en maturité RH. Là, l'image de l'entreprise dans la durée, et de la RH, c'est quand même eux qui pilotent ça souvent, là, elles vont monter en puissance, la capacité à construire avec des partenaires sociaux, à écouter les gens, à intégrer leurs problématiques pour trouver des solutions. Là, vous montez en puissance et à la fois pour tous les collaborateurs et à la fois à travers les yeux de vos patrons opérationnels. Donc là, vous montez en puissance de manière importante sur la maturité RH en traitant entre autres des risques psychosociaux. Et donc, c'est pas compliqué. Comme tout sujet, il faut des indicateurs, il faut mesurer et il faut voir dans le temps comment les choses évoluent et faire bouger tout ça. Et pas passer son temps à lire 300 entretiens à la main, les retaper dans un autre logiciel, Là, vous avez toute l'information qui est accessible pour tous. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Apparemment, oui, Aurore. D'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, vous avez tout à fait raison, Aurore, c'est bienveillant. On a fait en sorte, effectivement, là, dans les conclusions qu'on porte, on va parler de zones de talent, de zones de progrès,
de zone de confort. Voilà, et très honnêtement, on n'a pas on met ça dans une démarche vraiment positive. On n'a pas de retour négatif nous disant je ressens pas ça du tout, c'est vexant. C'est vraiment fait comme ça faire en sorte de faire grandir les collaborateurs et les managers. Voilà, d'autres questions? C'était clair. Apparemment. On a endormi tout le monde. Aussi. À part Aurore. Alors, bon, parfait. Parfait, bah merci beaucoup. On me dit c'est parfait, merci Valérie. Très bien, bah écoutez, si tel est le cas, alors on s'est permis d'enregistrer votre... Merci Aurore. On s'est permis d'enregistrer un replay, on va le mettre dans notre blog, enregistrer ce webinaire et on va le mettre dans le blog et vous pourrez y accéder si vous voulez. N'hésitez pas à le transférer à toute personne intéressée dans l'entreprise qui peut être intéressée, soit des clients, soit vos DRH respectifs ou différentes directions opérationnelles. Voilà, merci encore. Merci à tous de votre participation. Oui, je vous enverrai par mail le lien pour pouvoir suivre directement le replay dès qu'il sera mis en ligne.